Donc, Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Merci à vous. tu es venu pitcher sur Clubhouse l'autre jour. L'idée, c'est tu parles un peu de ton projet. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu as lancé Platéo? Donc, on s'est rencontrés récemment. Tu as monté une startup qui s'appelle Platéo. Ben, dis-nous un peu pourquoi, qu'est-ce qui t'anime, pourquoi tu as monté Platéo et qu'est-ce que tu veux. Allez, tu as la parole. Ouais, je vais commencer par expliquer un peu à quel problème on s'attaque. Aujourd'hui, je sais pas vous, bon, vous êtes un peu dans l'immobilier, donc c'est un peu biaisé. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des travaux chez vous? Si oui, vous vous rendez rapidement compte que c'est compliqué. Trouver le bon prestataire, être sûr de la qualité, du prix, etc. Eh bien, il faut se dire qu'il y a des gens qui font ça dans leur métier toute la journée. Donc, ces gens sont les gestionnaires immobiliers, les syndics, les entreprises qui ont des locaux. Donc, c'est souvent les chefs d'agence qui s'en occupent. Et aussi, par exemple, des mandataires judiciaires. Donc, un certain nombre de professions qui ont régulièrement besoin de faire appel à des artisans dans leur métier. Et nous, on s'est rendu compte que comme c'est compliqué, on veut être là pour les aider. Et grâce au réseau d'artisans qu'on a mis en place, donc des prestataires qu'on a sélectionnés, qu'on a qualifiés, dont on est sûr qu'ils sont fiables, on veut les mettre à disposition de ces clients-là pour leur permettre de s'enlever cette épine du pied, de gagner du temps et de retrouver en sérénité quand il y a des travaux, des réparations. Donc on est vraiment sur cette facilitation de l'échange entre d'un côté des gens qui ont besoin d'artisans qui sont demandeurs de travaux et de l'autre côté des artisans qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir de la clientèle. Et on s'est rendu compte en fait que ces deux entités ne parlent pas tout le temps le même langage. Donc nous, on est un peu, pour imaginer un peu le traducteur entre les deux, on fluidifie la relation et on leur permet de mener à bien tous leurs projets tout simplement, le plus simplement possible. Super, merci Romain pour la présentation de Platéo. Très content de voir un confrère, donc quelqu'un qui fait un petit peu à plus grande échelle ce que j'essaye de faire. Alors j'ai plusieurs questions. La première, c'est donc tu as identifié un vrai problème, donc celui de pouvoir trouver un artisan fiable capable de mener un projet à terme. Comment est-ce que déjà tu sélectionnes ces artisans-là? Par quel process tu passes? Nous, on est intransigeant déjà sur le plan administratif. C'est qu'aujourd'hui, pour certaines prestations, il y a une garantie décennale qui est obligatoire. Donc, quand c'est des corps de métier qui sont concernés, on demande la garantie décennale. L'assurance responsabilité civile professionnelle, c'est obligatoire aussi, donc on la demande. Toute personne qui n'a pas ces assurances déjà ne peut pas faire partie du réseau Platéo. Ensuite, on demande un peu ce qu'on peut dire entre guillemets classique. On va demander les références, on va se rapprocher des références pour un peu juger le savoir-être, si les gens étaient contents de cette entreprise ou non. On va tester aussi son positionnement en prix. En fait, on leur envoie une première demande, un chiffrage qu'on a déjà fait, un chantier qu'on a déjà fait par exemple, on l'envoie pour le faire chiffrer et vérifier que l'artisan est bien au prix du marché. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte au bout d'un moment par rapport à notre réseau artisan, aujourd'hui, on a plus de 70, on a environ 70 partenaires avec qui on travaille régulièrement. On a un peu un spectre qui se détache, une typologie d'entreprise en termes de chiffre d'affaires, du nombre de collaborateurs. On a une typologie d'entreprise type, on va dire, avec qui ça se passe plutôt bien et ça nous permet en fait d'affiner le ciblage. Quand on va démarcher ces gens-là, on a déjà quelques critères où on sait que c'est des critères favorisants. Après, c'est du test, c'est un peu comme de la sélection naturelle. On teste, on envoie on fait le maximum d'étapes. On leur envoie un premier mail pour les sélectionner, on attend qu'ils nous envoient leurs documents, on leur envoie le chiffrage de test. C'est déjà à cette étape-là, on abandonne pas mal de monde, on se rend compte que les gens ne sont soit pas réactifs ou ne sont pas intéressés, donc on arrive déjà à faire une première sélection. Et en général, voilà, par la suite, on arrive à avoir des prestataires sérieux et fiables. D'accord, c'est super intéressant. Ces périodes de test permettent donc de valider l'artisan et être sûr que déjà, il est au bon prix et d'autre part, qu'il sera répondre à la demande du client de manière correcte. C'est ça. Pour tout ce qui est ensuite délai, mise en œuvre du chantier, démarrage, etc., à quel niveau vous vous impliquez? Alors nous, on s'implique, on récupère les informations dont a besoin le client. On n'est pas, déjà pour commencer, on n'est pas maître d'œuvre, donc on ne va pas aller faire du suivi de chantier technique. Nous aujourd'hui, le client qui fait appel à nous a simplement besoin de savoir quand le chantier va commencer et combien de temps le chantier va durer. Donc nous, une fois qu'on a le devis signé, on demande ces informations à l'entreprise. Au moment où on lui transmet le devis signé, on les transfère au client directement. Et en fait, on recentralise tout ça dans une petite interface. C'est un dashboard très simple qu'on a créé. Ça permet à nos clients de suivre leurs demandes. Ils retrouvent le nom de la demande, l'adresse, le nom du client final.
le devis signé, la facture, et c'est un dashboard qu'on alimente nous, en fait, qui nous sert d'abord à la base pour notre suivi en interne, qu'on met à disposition de nos clients. Comme ça leur permet d'avoir toutes ces informations dont ils ont besoin pour leur projet. Donc après, ça s'arrête là, et la réception se fait avec souvent le locataire ou la personne sur place fait la réception directement des travaux avec l'artisan. Et le paiement s'effectue sur ta plateforme, c'est ça? On passe par un système de paiement centralisé externe. C'est pas nous, c'est un prestataire qui fait Un que tiers de ça. confiance, c'est ça? C'est ça, un tiers de confiance. Et en fait, ça nous permet, nous, de faciliter le paiement. Donc, le client nous envoie le paiement sur cette plateforme, et après, c'est la plateforme qui fait le dispatching entre la part qui va à l'artisan et la part qui va à Platéo. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on se rémunère en fait avec des commissions qui dépendent du montant de chantier, donc un apporteur d'affaires, quoi, du classique d'un BTP. En fait, ça nous permet, en faisant ça, de pouvoir suivre les paiements et de pouvoir relancer les clients quand les paiements ne se font pas. Donc, ça évite à l'artisan d'avoir à nous relancer et ensuite de relancer le client. Et ça permet aussi d'éviter, on n'est pas obligé de refaire une facture à l'artisan qui nous rémunère par la suite. On a voulu faire en fait le système le plus fluide pour tout le monde. Super intéressant. En fait, Ouais. toi, tu permets, tu te rémunères parce que tu permets à un particulier de trouver un artisan qui est de confiance. Tu permets à ce que le particulier, s'il n'est pas content, est-ce que tu peux être comme séquestre s'il y a un conflit ou pas? Ou paye, tu peux bloquer l'argent, ou est-ce que tu ne peux pas bloquer l'argent? C'est pas ce fonctionnement de compte séquestre qui se fait pas mal. Aujourd'hui, c'est vraiment de la facturation classique. C'est qu'il y a souvent un acompte en début de chantier et puis le règlement à la fin. Mais s'il y a un conflit entre l'artisan et le particulier, tu peux aider à résoudre ce conflit, ou c'est pas du tout ton job? C'est pas à la base, c'est pas mon job à la base. On fait de la mise en place. Par la force des choses, on se rend compte que très souvent, les soucis qu'il y a, c'est sur une minorité de chantiers déjà, donc j'en suis déjà assez fier. Les soucis qu'il y a, c'est de la communication. Donc on arrive en étant en contact avec les deux parties, entre guillemets, raisonner un peu tout le monde, on arrive à résoudre les problèmes. C'est très rare aujourd'hui. Enfin, depuis qu'on est en activité, on n'a pas eu de soucis majeurs. C'est très souvent des problèmes de compréhension sur certaines prestations, mais rien de fou, et ça c'est toujours très bien réglé. Super. Quand vous sélectionnez un artisan, vous lui envoyez un chantier, cet artisan-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'a pas de nouveau chantier qui tombe tant qu'il n'a pas terminé le chantier en cours? Ou alors, en fonction de la capacité de l'artisan que vous connaissez, je ne sais pas, après, je pense dans les filtres, vous pouvez savoir le nombre de salariés avec l'attestation URSSAF, savoir combien il déclare, du coup, combien de salariés il a. Vous pouvez lui envoyer un peu plus de chantier. Je pose la question parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter 2 bonnes heures avec un architecte qui m'expliquait que lui, le problème qu'il avait eu, c'est qu'il y a des artisans avec lesquels il a commencé à travailler, ça se passait très très bien. Et finalement, au bout d'un moment, les artisans, ils lui envoyaient 5 chantiers, par exemple, l'artisan les prenait. Et sauf que l'artisan finançait chaque chantier avec l'argent qu'il avait d'un autre chantier. Et puis à un moment, tout s'est effondré et ça a été compliqué. Et c'est un problème que même l'architecte, qui pourtant a le nez fin, n'avait pas vu venir, parce que ça se passait très très bien au début, le type avait une grosse boîte, etc. Enfin, a une grosse boîte, mais qu'à un moment, il a été très mauvais gestionnaire. Comment vous faites face à ça? Nous, il y a déjà un premier élément de réponse que je peux apporter, c'est qu'on est sur des petits chantiers déjà. Par rapport à un architecte, on n'est pas sur des grosses constructions à plusieurs milliers d'euros. Nous, notre panier moyen aujourd'hui, il est inférieur à 2 000 euros, il est à 1 850 euros hors taxe. Donc, on est déjà sur du plus petit chantier. Donc, ce risque de financement en cascade, si on peut dire, on arrive à le limiter. Et après, comme tu disais très justement, mais c'est en fonction un peu de la capacité de l'entreprise. L'avantage, c'est qu'on a vraiment des relations très étroites avec nos partenaires, avec les artisans. Nous, on ne les voit pas comme des clients ou des prestataires. On veut vraiment être là, les connaître, être à l'écoute, les rencontrer. Ça fait partie aussi du processus de sélection. Moi, je me rends sur place et je vérifie aussi un chantier qu'ils sont en train de faire. Donc, on veut vraiment être proche d'eux pour savoir et être en capacité de se dire, voilà, est-ce que si j'ai déjà envoyé 2 chantiers ce mois-ci à cette entreprise, est-ce que je peux l'envoyer un 3e, ou est-ce que ça va être juste? On arrive à juger en fait en les connaissant et en travaillant avec eux au quotidien. Donc on est vraiment sur une relation long terme avec les artisans. Nous, on n'aime pas trop faire du one shot. C'est pas l'idée. Nous, on veut vraiment bâtir des relations et rentrer en fait dans ce cercle vertueux qui marche aussi pour les artisans. Ça leur permet
en se disant, en traitant bien nos demandes, en étant réactif, ils se disent, ben voilà, je vais en récupérer une deuxième par la suite, une troisième, une quatrième. Donc on rentre dans une boucle où à la fin, tout le monde est gagnant, l'artisan est gagnant, nous on est gagnant parce que l'artisan est efficace et au final, ben, le client est content parce que tout se passe pour le mieux. D'accord. Aujourd'hui, Platéo, c'est combien de clients? Donc, tu as dit, vous avez 70 artisans d'un côté. Et C'est c'est ça. combien de clients? Aujourd'hui, c'est 10 clients récurrents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de récurrence sur nos clients, donc c'est plutôt encourageant. Donc on en a une dizaine, c'est quelques agences immobilières qui font de la gestion de logement. On travaille avec un gestionnaire tertiaire, on travaille avec des mandataires judiciaires, donc c'est des personnes qui s'occupent de gens qui sont sous tutelle en fait, qui sont très souvent sous tutelle dans leur domicile. Donc il y a régulièrement des interventions à faire, c'est beaucoup de maintenance. On travaille avec des entreprises qui ont des locaux, on va dire. C'est notre plus gros client dans cette typologie, c'est Sixt, qui a plusieurs agences sur les Bouches-du-Rhône et qui s'est rendu compte que le chef d'agence a d'autres priorités que de gérer des travaux et n'a pas forcément les compétences techniques. Et après, on travaille aussi avec des résidences, donc résidences de foyer pour travailleurs par exemple, et on a une résidence étudiante avec qui on travaille régulièrement. Donc aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a énormément de verticales dans notre clientèle. Donc on est focus sur du B2B, on fait que des travaux pour les professionnels. Mais on se rend compte que c'est encore très large comme spectre. On est en train aujourd'hui de tester chaque verticale et de voir là où il y a le plus d'intérêt, en fait, identifier, si on peut dire, des niches parmi nos clients. D'accord. Sur ce qui est de la taille des marchés que vous acceptez, donc tu parlais des agences immobilières, est-ce que Platéo fait si l'agence immobilière appelle pour, je sais pas moi, une fuite, ou alors ce sera plus de la rénovation, au minima une salle de bain ou une cuisine à poser, ce genre de choses? La chance qu'on a, c'est qu'on a un réseau d'artisans qui est assez fourni, on va dire. Donc on arrive à être réactif. Pareil, souci de lumière avec le capteur. Hop, excusez-moi. Souci du direct. On arrive à être assez réactif pour des petits dépannages. On a des artisans qui font que du multiservice ou que du dépannage. Et au contraire, on arrive aussi à se positionner sur des plus gros travaux parce qu'on travaille soit avec des entreprises un peu plus grosses qui vont faire de la rénovation de salle de bain par exemple, ou des spécialistes comme des menuisiers. Et encore plus haut, on travaille avec des entreprises générales qui, eux, peuvent gérer les travaux de rénovation d'appartements, de construction d'extension. Aujourd'hui, notre activité, elle se concentre essentiellement sur tous les travaux de maintenance, donc remplacement standard, on va dire. On fait très souvent des prestations de remplacement de menuiserie, des remplacements de volets, de mise en peinture d'un hall, par exemple. Et ça nous fait, comme je disais alors, c'est un panier moyen qui est à 1 850 € hors taxe, et c'est là aujourd'hui où on est positionné. Sachant qu'on arrive aussi à répondre quand on a des exceptions, ça nous arrive aussi qu'on nous contacte pour une rénovation, et dans ce cas-là, on peut aussi la traiter. Donc avec les partenaires que vous avez quand même une certaine récurrence dans les travaux et ça vous garantit quand même de pouvoir avoir des revenus qui rentrent par rapport à un particulier qui va acheter sa maison, qui va faire les travaux une fois et qui les refera qu'en déménageant. Là, en travaillant avec des agences immobilières, etc., c'est une récurrence. C'est ça, c'est plus intéressant pour nous parce qu'il y a cette récurrence et parce qu'il y a aussi une plus forte valeur ajoutée. Parce qu'en plus, comme je disais tout à l'heure, en plus s'occuper d'attribuer la demande à un artisan, d'avoir le devis, on fait tout le suivi après jusqu'à la mise en place du chantier. Donc c'est ça qui est important pour ces clients-là et c'est pour ça qu'on arrive mieux à se différencier sur cette clientèle. D'accord. Alors, on sait que le devis, c'est vraiment le moment où des fois l'artisan va avoir le sentiment de perdre un peu de temps et qu'on peut attendre des fois un devis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour fluidifier ça et permettre justement aux clients d'avoir le devis rapidement et de se sentir considéré et l'artisan, que l'artisan n'ait pas le sentiment de perdre du temps? Il y a plusieurs facteurs. Et déjà avec ces clients-là, on a un taux de retour qui est supérieur un taux d'acceptation qui est supérieur aux moyennes nationales dans le bâtiment. Donc déjà, les artisans se rendent rapidement compte que quand leurs devis sont au bon prix et que les prestations sont correctes, le devis passe plus souvent. Donc déjà, ils font un peu plus confiance sur ça. Ils ont l'habitude de travailler avec nous. Attends juste une seconde. Donc en fait, toi, tu lui sers de commercial externalisé.
C'est ça. C'est en ça que je Ça comprends. revient exactement Donc tu à lui fais ça. gagner beaucoup de temps. Donc en fait, même si tu prends une commission, ça lui évite de salarier quelqu'un. C'est ça. OK. Sachant qu'on peut des fois, on va même encore plus loin selon la demande. On peut même aller, nous, sur place, faire les mesures. Ça nous arrive très souvent quand c'est, du remplacement de menuiserie, par exemple. On prend les dimensions du tableau, on les envoie à l'artisan, il arrive à chiffrer avec ça. Si ça passe, il repasse quand même sur place, prendre ses codes de fabrication. Mais il y a des cas de figure où on se déplace même à leur place, donc ils n'ont même pas à aller sur place, sur chantier, pour faire leur chiffrage. Donc on arrive à améliorer notre activité comme ça. Donc le client final est beaucoup plus content et on arrive à fidéliser nos artisans parce qu'ils voient qu'on veut aussi, on n'est pas simplement là pour leur envoyer une demande et leur dire de se débrouiller, on est là aussi pour les accompagner et on travaille vraiment en collaboration avec eux comme ça. Et comme disait Samuel, ça revient à avoir un service externalisé de commercial. Pas... C'est ça, complètement. Lorsqu'un client fait une demande, vous l'envoyez à 1, 2, 3 artisans. Comment ça se passe en interne? Ça dépend de ce que nous demande le client. Nous, aujourd'hui, on est en capacité, forcément, on préfère l'envoyer à un, ça va plus vite, mais on est en capacité de l'envoyer à plusieurs. Donc, ça peut être selon les demandes du client. Des fois, quand c'est un dépannage, on envoie un artisan. Des fois, le client demande 2, 3 devis. En général, on essaye aussi d'avoir ce devoir de conseil au niveau du client, de leur dire voilà, passer 3 devis, quand c'est 3 devis qui ont été établis par des entreprises saines et fiables, on ne va pas aller chercher plus loin. Donc on a aussi ce devoir de raisonner le client parce que des fois on nous demande voilà, est-ce que je peux avoir 5 devis. Donc je leur explique non, que c'est pas la peine, que ça fait travailler du monde pour rien. Et voilà. Donc on essaie de vraiment être au centre et d'expliquer. C'est beaucoup de pédagogie aussi des fois avec les clients. Donc on leur explique pourquoi il ne faut pas demander 300 devis. On essaie des fois de leur expliquer pourquoi le remplacement est obligatoire et on ne peut pas réparer. Donc on a vraiment cette volonté de faire profiter un peu du savoir qu'on a acquéri à nos clients. Et de l'autre côté, à nos artisans, à leur expliquer un peu mieux les attentes des clients et leur permettre aussi, parce que des fois ils ne se rendent pas forcément compte que quand ils mettent 2 semaines à faire un devis, le client peut trouver ça long. Donc on essaie aussi de leur expliquer, leur montrer les attentes et de vraiment cet agrégateur entre les deux parties. Sur la partie devis, lorsque un client, donc le projet commence sur une grosse rénovation et le projet change au fur et à mesure, le client repasse par la case Platéo pour refaire chiffrer ou alors il voit en direct avec l'artisan, comment ça se passe? Alors ça dépend, le fonctionnement, ça dépend des clients. Le plus souvent, quand c'est des clients professionnels avec qui on travaille, des agences, ils repassent par nous parce ils voient que c'est au moins ils ont comme interlocuteur, ils ont limite pris ce réflexe-là. Il est arrivé des fois que les clients recontactent en direct l'artisan, ça se passe. Et comme je disais tout à l'heure, l'artisan, il n'a aucun intérêt à sortir de cette boucle-là, à prendre le chantier en direct pour s'économiser notre marge qui n'est pas non plus faramineuse, on va dire. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'artisan a plutôt intérêt à nous alerter, à nous dire attention, le client m'a demandé ce truc en plus, voilà, voici le devis, voici la facture, plutôt qu'à essayer de nous bypasser pour faire du one shot. Ça ne s'inscrit pas en fait dans la démarche qu'on met avec les artisans au sein de Platéo, ça ne s'inscrit pas dans une façon de voir les choses. Et c'est déjà arrivé que des clients demandent d'autres prestations et puis les artisans nous prévenaient tout simplement. Voilà, ils nous ont demandé on a changé 2 volets, ils nous ont demandé un 3e, voici le devis. Donc on est vraiment sur la confiance et quand les artisans ont compris ça marche plutôt bien. D'accord. Aujourd'hui, sur Platéo, je trouve que des artisans, ou tu peux aussi trouver un architecte, par exemple? Aujourd'hui, ce qu'on monétise, là où on gagne notre argent, c'est sur les artisans, parce qu'on a développé cette expertise-là. Aujourd'hui, nous, on n'arrive pas, on ne sait pas sélectionner un bon architecte, on ne sait pas vérifier si un architecte est bon ou pas. Donc, on a des contacts qu'on peut recommander. Voilà, si on nous demande, voilà, on sait qu'il y en a qui sont plus ou moins bons, on peut les orienter. Mais on ne va pas avoir tout ce suivi, on ne va pas facturer l'architecte, on reste vraiment focus sur ce qu'on sait faire, sur les artisans et les travaux. Et après, j'ai un petit avantage que je n'ai pas forcément dit, c'est que je suis ingénieur en génie civil. Donc j'étais maître d'œuvre avant et j'avais déjà des contacts en tant qu'artisan et aussi en tant qu'architecte. Donc j'ai un carnet d'adresses qui peut servir s'il y a besoin. Sur la partie technologie, donc vous avez développé une plateforme où les clients s'inscrivent, etc.
et peuvent trouver les artisans. Est-ce que ça se fait de manière aveugle? C'est-à-dire que le client, c'est vous qui allez sélectionner les artisans sur lesquels vous allez orienter, ou le client voit certains artisans et il y a des fiches, comment ça se passe un petit peu au niveau expérience? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le client, quand il nous appelle, il a très souvent pas besoin de savoir, enfin, il ne s'intéresse pas à qui va venir. Il va nous demander plutôt, faites-nous intervenir un plombier, on a une fuite d'eau, dites-nous combien ça coûte. Et il n'y a pas forcément cette curiosité, on va dire, que pourrait avoir un particulier, parce que là, on s'adresse plutôt à des clients professionnels. Donc le dispatching, on le fait nous. Et une autre raison, c'est qu'on y avait pensé, c'est que si on laisse accès à toute la liste des artisans, c'est super, ça amène de la visibilité. Ça rajoute une étape en plus au client qui doit choisir dans cette liste-là. Et surtout, on n'est pas sûr de la disponibilité. Parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'en travaillant avec eux, on arrive à savoir un peu comment leur planning est rempli. On arrive à les joindre plus facilement, donc on sait un peu qui est disponible quand. Et c'est aussi ça la valeur ajoutée, c'est que des fois, quand on a des interventions qui sont urgentes, on sait qui va être réactif, ce qu'un client ne saurait pas forcément en piochant dans notre base de données. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait comme ça, un peu. C'est artisanal, au final, c'est de l'algorithme, c'est artisanal. Par la suite, il va falloir automatiser tout ça, le passer sous forme certainement d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter ces demandes automatiquement. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. D'accord. Quand un artisan fait un devis, il le fait sous sa propre enseigne ou vous lui avez facilité le travail avec... D'accord. Ok. Alors ça dépend, ça dépend. C'est une question que je suis en train de me poser en ce moment, s'il ne faudrait pas standardiser tous les devis, ça pourrait être intéressant. Moi, je veux juste pas être un poids en plus pour les artisans et leur faire des devis sur un autre logiciel. Voilà. Donc ça dépend de la forme du devis. Il est arrivé qu'on reçoive des devis qui n'étaient pas présentables. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à l'artisan, voici une trame, s'il te plaît, t'es gentil, tu nous le recopies dans cette trame-là, ce sera plus lisible pour tout le monde. Et à l'avenir, utilise ça ou équivalent, ça sera bien plus simple. Et en fait, à force de travailler avec eux, on sait un peu les logiciels qu'ils utilisent. Donc on peut aussi recommander, dire voilà, moi je vois, tu es auto-entrepreneur, je travaille avec pas mal d'entrepreneurs qui utilisent ce logiciel, tu devrais essayer, et puis on essaie un peu de les guider aussi dans ces solutions-là. Ouais, tu pourrais presque avoir une trame de logiciel, enfin de devis pour lui, pour faciliter la vie aussi, ça peut être une solution. C'est ça. Okay. Pour ceux qui n'utilisent pas forcément trop de logiciels et qui n'ont pas des systèmes informatiques très développés, c'est comme ça qu'on fonctionne. On peut imaginer aujourd'hui que Platéo puisse prendre un gros marché, je ne sais pas, à l'échelle d'une ville, la rénovation d'un bâtiment public par exemple, en mettant ensemble plein d'artisans justement, puisque vous les connaissez, vous savez qu'ils sont fiables. Tu pourrais regrouper 3, 4, 5 entreprises pour prendre un marché public, ouais. Un gros marché finalement. C'est possible. Sur un marché public, légalement parlant, je ne sais pas comment ça peut s'imbriquer pour que ça soit valable. Mais c'est arrivé sur une rénovation d'une villa qu'on nous avait demandé, où on a fait intervenir plusieurs artisans. Donc, nous, on sait qu'ils sont fiables, on sait qu'ils vont travailler, qu'ils vont être sérieux, mais ça remplace pas le rôle d'un maître d'œuvre en fait. Donc nous, quand un client nous contacte en nous disant je veux faire intervenir plusieurs artisans, le devoir de conseil qu'on a, c'est de lui dire il faut absolument prendre un maître d'œuvre qui va faire tout l'agencement des travaux, le cahier des charges techniques, vraiment toute cette partie-là d'organisation que même si les artisans sont sérieux, sont sympathiques, sont tout ce que vous voulez, ils vont pas pouvoir faire le planning chantier entre eux, ça marche pas. Ouais, mais là on retrouve la question 2 de tout à l'heure qui était de dire est-ce que tu peux trouver un archi? Là, ça pourrait très bien te dire ok, je vais peut-être pas trouver l'archi, mais je peux trouver le maître d'œuvre. Ouais, mais ça c'est pareil, on a des partenariats. Très bien faire la marketplace pour un maître d'œuvre aussi. C'est vrai que c'est une piste de développement. Tout simplement pourquoi on n'a pas encore creusé dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui c'est pas les demandes les plus les plus grandes demandes, ça ne concerne pas des opérations où il y a besoin d'un maître d'œuvre. Donc aujourd'hui on l'a pas, c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais c'est vrai que pour demain ça pourrait être intéressant de se pencher sur ça et de vraiment fournir un projet clé en main avec le maître d'œuvre et les artisans. Tu as parlé un petit peu d'intelligence artificielle. Du coup, derrière, il y a du développement. C'est quoi l'ambition au niveau logiciel? Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec l'intelligence artificielle?
moi, ça serait de développer un logiciel qui peut attribuer automatiquement les demandes. Donc de catégoriser les artisans avec un certain nombre de filtres, de caractéristiques. Je ne sais pas exactement quelle forme ça pourrait avoir aujourd'hui. Et peut-être selon leur disponibilité aussi, je sais pas encore. Mais de faire un système qui permette, quand on a une demande, que ça reconnaît, OK, c'est un débouchage de WC, c'est telle ou telle entreprise. Donc ça, on envoie à toutes et on a un système où le premier qui récupère la demande a gagné, ou alors est-ce qu'on en sélectionne un et puis s'il répond pas sous 12 heures, on passe la demande à un autre. En fait, c'est ce genre d'opération qu'on fait nous aujourd'hui avec notre cerveau en fait et nos mains quoi. Aujourd'hui, hein, c'est quand ces process-là, quand j'ai un dépannage urgent, j'en appelle un premier, s'il me répond pas dans l'heure, j'en appelle un deuxième, etc. Ce serait ce genre de choses de processer pour plus avoir à le faire nous et pouvoir du coup se focaliser vraiment sur le développement commercial, sur la relation avec les artisans et la relation avec nos clients. Et ça, c'est dans un second temps. Après, pour continuer un peu dans cette question-là, l'ambition, c'est de se développer. Aujourd'hui, je pense qu'on a une idée qui est scalable. Il va falloir qu'on le prouve déjà, qu'on montre qu'on peut faire la même chose dans une autre ville, dans un autre territoire. Mais c'est l'ambition qu'on a et c'est ce qu'on a envie de faire. Ça va passer par pas mal de process, pas mal de tests et de positionnement, mais c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Ouais, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu pourrais très bien avoir des tickets comme ont les chauffeurs de taxi. Ils ont bah tiens, tu prends la course, tu la prends, oui, non. Voilà, c'est un débouchage, qui prend et tu balances un espèce d'appel d'offres, en fait, est-ce que vous voulez ça? C'est ça. C'est Donc ça. ça, ok, très bien. Tu as parlé c'était une de mes questions que j'allais te poser, comment scaler donc aujourd'hui, c'est pas mal toi qui gères un peu tout. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que ta solution, elle est scalable, à mon avis, au niveau, si c'est au niveau département, région, peu à peu. C'est quoi tes délais? Tu veux faire ça quand? Comment? Qu'est-ce que tu donnais comme feuille de route? Sur la feuille de route, aujourd'hui, on est encore en train d'explorer des verticales. On découvre de nouvelles cibles qu'on n'avait pas forcément identifiées. Il y en a qui sont mieux, il y en a qui sont moins bien que d'autres. Donc aujourd'hui, on va terminer vraiment ce travail de positionnement. Parce que moi, je veux pas entamer un développement géographique tant qu'on ne sait pas exactement comment on est positionné, quelle est notre position de valeur, comment on vend ça. Donc il y a déjà ce travail à terminer. Et j'aimerais bien, courant 2022, en fait, mettre au point un process de recrutement d'artisans, mettre au point un process de démarchage de clients, donc ça on commence déjà à être un peu rodé, et pouvoir tester dans une autre ville en fait. Mais quitte à prendre aujourd'hui on ne sait pas encore laquelle, mais quitte à prendre une ville hyper loin, du style Bordeaux par exemple, avec ce défi-là de se dire s'il y a un souci, je ne peux pas aller sur chantier moi, on n'a pas forcément quelqu'un sur place, hormis la personne qu'on aura attribuée à cette ville forcément. Mais ce serait de prendre ce défi-là pour être sûr, et le jour où on arrive à développer une autre ville comme ça à distance, on pourra se dire là c'est bon, on est sur un modèle qui est complètement réplicable et scalable, donc on va envoyer. Donc aujourd'hui ça reste assez flou, hein. On n'a pas encore tout ce plan de développement-là, et dans les jalons, ça serait courant 2022 et ouvrir une autre ville. C'est très ambitieux. Bravo Romain, vraiment. Je sais que c'est pas facile parce que en même temps, c'est un métier qui est difficile de pouvoir garder ses artisans, les garder sur les bons rails, les faire travailler, gérer les clients et développer un produit. Du coup, sur la partie développement produit, intelligence artificielle et tout ce que tu viens de dire, tu es accompagné, vous êtes incubé, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Ouais, sur l'écosystème. Nous, aujourd'hui, on est accéléré. On est à l'accélérateur M, qui est à Marseille. Donc, on a des coachs, on a des mentors aussi qui nous accompagnent. Donc, on a toute cette partie-là. Moi, j'avais déjà, personnellement, je m'étais fait un petit réseau de mentors avant de rentrer dans l'accélérateur, déjà pour un peu me mettre sur les bons rails aussi, parce qu'au départ, quand on se lance, c'est pas le plus simple. Donc, on est accompagné comme ça, sachant que l'accélérateur propose des experts dans divers domaines. Donc, il y en a qui sont plus sur l'intelligence artificielle, plus sur le démarchage. Il y a chacun sa spécialité. Et aujourd'hui, on s'appuie sur ce réseau-là pour se développer, pour confronter un peu nos hypothèses, ce qu'on a imaginé et faire évoluer notre projet. Et tu trouves que c'est un boost important pour toi d'être
accélérer dans une structure comme ça et d'être entouré d'autres entrepreneurs qui ont peut-être des fois où tu as le petit coup de mou, les voir bosser, qui ont l'énergie justement pour t'aider à avancer? Complètement, à 100%. Alors c'est marrant, c'est ça qui me fait sourire, c'est que pendant quasiment toute la première année de l'activité, je travaillais chez moi, donc seul, j'avais mon petit bureau, je voyais pas grand monde. Ça me gênait pas, j'arrivais à me motiver, j'arrivais à faire mes journées, il n'y a pas de souci. Et le jour où je suis arrivé à l'accélérateur, que je me suis rendu compte ce que ça faisait de voir d'autres entreprises, de pouvoir discuter. Alors à la pause, on va parler des fois de sujets qui n'ont rien à voir, mais très souvent de sujets qui sont inhérents à nos entreprises, et on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. Et ça permet, franchement, ça aide beaucoup, et c'est pas rare que quand on rentre. En fait, l'accélérateur, ça fait un espace de coworking assez grand avec plusieurs slots pour travailler. Et c'est pas rare quand quelqu'un a une problématique, arrive et dit bonjour, qui c'est qui a déjà recruté un alternant par exemple. Voilà. Donc les gens qui l'ont déjà fait vont lui expliquer, voilà, il faut que je voie ton pro, il faut que je fasse ça comme démarche, et ça permet de faciliter, exposer un peu nos problèmes, nos peurs, nos doutes, et des fois d'entendre juste des gens parler avec un point de vue un peu différent. Des fois ça nous rebooste, et franchement non, c'est génial. Donc là le programme il va jusqu'à fin février, et puis bon, je sais pas ce que je vais faire par la suite, mais je pense que j'essaierai de retrouver quelque chose de similaire, parce que vraiment cet écosystème-là, c'est super. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai rencontré Samuel, grâce à l'accélérateur. Je te confirme, j'y étais cet après-midi, en fait, ça pitchait. Il y a encore d'autres boîtes qu'on interrogera, c'est super intéressant, c'est bienveillant si tu veux, et c'est un bon moyen de pitcher, de te remettre en question. Pour moi, ça te donne la patate pour y arriver, pour avancer sur ton truc. Franchement, c'est un super environnement. Non, bravo, c'est un bon choix. Du coup, on espère qu'après février, soit que tu intègres une autre structure, ou soit, je ne sais pas si c'est reconductible là-bas, ou c'est une durée définie. Non, c'est reconductible, mais pour la petite histoire, j'ai tellement aimé ma première session que j'en ai fait une deuxième, donc j'en suis déjà à la deuxième. Au bout d'un moment, il va falloir changer, je pense. Mais bon, il y a d'autres structures aussi d'accompagnement. J'avais commencé à faire les démarches pour le réseau Entreprendre, qui est à destination, c'est un programme de mentorat, mais à destination des entreprises un peu plus avancées. Donc il y a peut-être ce réseau-là, ou alors il y a pas mal de coworking, d'endroits où quand même ça fait chacun sa spécialité. On a des coworking à Marseille qui sont plus tech, d'autres plus sur d'autres activités. Donc il y a des places où il y a des gens qui travaillent et qui vont dans l'innovation et avec des bonnes dynamiques. Donc voilà, je pense que je trouverai un autre lieu pour. Non, mais peut-être éventuellement citer Fab, tu vois, qui est un endroit orienté archi, bâtiment. Tu vois, c'est un peu motivant, ça aussi. Complètement. C'est encore mieux quand c'est dans le même domaine. Ouais. Exactement. Ouais. Après, c'est moins technique, moins technologique, pardon. C'est moins digitalisé. Alors, toi, tu as besoin des deux domaines. Tu as besoin de digitaliser, de faire coacher ta startup, et du côté écosystème PropTech. C'est ça. C'est un peu le truc. Bon, c'est intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Dis-nous en quoi on peut t'aider, si on peut t'aider. Notre job, notre mission, c'est d'essayer d'aider les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu attends de nous? En quoi est-ce qu'on peut prêcher la bonne parole autour de toi? C'est quoi tes étapes? Tu veux lever de l'argent? Dis-nous, vas-y, fais ta lettre au Père Noël. Super, j'aimerais une Porsche Cayenne, s'il vous plaît. Non, mais déjà, moi, cette démarche que vous avez, je trouve ça super. De prendre rien que ça, même sans parler de la diffusion, de la visibilité ou quoi, rien que de prendre le temps qu'on discute, de poser des questions assez profondes comme ça sur l'activité, c'est déjà génial. Donc après, moi, ça m'aide aussi par rapport à la visibilité, forcément, parce que je pense que tout le monde en a plus ou moins besoin. Je pense que ça m'aide. On n'est pas encore en campagne de levée de fonds, mais c'est quelque chose qu'on va prévoir très certainement pour 2022. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça pourra aussi aider. Et ça aide aussi au réseau, parce que Samuel, on s'est connus grâce à l'accélérateur. Grâce à toi, j'ai connu Eud aussi. J'ai parlé avec Othman sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Donc c'est aussi un peu tout ça, c'est être dans cet écosystème, et c'est pour moi, je pense, très important de côtoyer des gens qui ont ces dynamiques-là et qui font des choses comme vous faites, c'est super. Et après,
Après, comme un peu d'habitude, le classique, si vous faites toujours les feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est toujours important. Et aussi, ce qui m'intéresse, peut-être par rapport à quand on pitch devant des gens qui ne sont pas forcément du même domaine des fois. Donc nous, je suis un peu comme vous dans la PropTech, et je trouve ça aussi super intéressant de pitcher à des gens qui pointent vraiment du doigt les problèmes auxquels on répond. Et c'est encore plus pertinent, je trouve. Bon, bah, c'est cool. Alors, en tout cas, merci. Eudes, t'as d'autres questions, Eudes? Non, rapidement, je voulais que tu fasses un exercice, que tu nous décrives un petit peu ta journée type. Parce que l'idée aussi, tu l'as dit, c'est de faire connaître Platéo, mais c'est aussi pour les plus jeunes qui écoutent peut-être de pouvoir s'inspirer de toi. Du coup, que tu décrives un peu ta journée type, et si tu as 2-3 conseils d'entrepreneurs à donner, Ouais, volontiers. ils sont bienvenus. Moi, je me suis rapidement rendu compte que le chef d'entreprise avait plusieurs missions. Donc, faire tourner l'entreprise sous le côté opérationnel, le démarchage, le développement du produit, l'administratif. Donc, j'ai vu un peu toutes ces facettes. J'ai vraiment essayé de décomposer l'activité en toutes ces fonctions, si on peut dire même. Et je me suis rapidement rendu compte que l'opérationnel prenait quand même pas mal de temps, que c'est quelque chose d'hyper chronophage. Et que quand on fait que de l'opérationnel, on ne développe pas sa structure à côté. Donc moi, mon premier combat aujourd'hui, c'est de compartimenter ma journée pour pouvoir à la fois prospecter de nouveaux clients, à la fois penser un peu au développement pour la suite, et aussi gérer tous les chantiers qui sont en cours et faire en sorte de garantir toujours la réactivité, de recruter de nouveaux artisans, vraiment ce côté-là. Donc moi, dans ma journée type, après, c'est quand même assez très, très personnel. Moi, j'ai bien commencé à travailler tôt, parce que je pense que c'est là où je suis le plus frais, le plus à même de réfléchir. Donc moi, je commence souvent le matin, où je pose mon téléphone, pas de mail. Je m'occupe que de réfléchir au développement, à la suite. Je retravaille un peu sur mon business plan, je regarde un peu, je fais un peu d'études de la concurrence. Vraiment toutes ces tâches que si moi je les fais pas personnellement le matin en commençant, en me coupant de tout, je fais jamais dans la journée, parce que je suis pris dans le tourbillon et je fais de l'opérationnel. Donc j'essaie de prendre du temps pour ça. J'essaie de prendre du temps pour prospecter. Je vais souvent sur LinkedIn, je parle à des gens. C'est bête, mais on parle, on échange, on s'échange de la valeur, on fait de belles rencontres aussi. Moi, j'ai fait des partenariats avec des gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn, donc c'est marrant, ça fait penser un peu des fois au site de rencontres un peu à l'ancienne, où on parle des gens et au final, on se rend compte qu'on accroche bien avec eux. Donc j'essaie de faire ça. Et après, très souvent, l'après-midi, je fais de l'opérationnel, je traite les demandes que je reçois, je les attribue, je les relance. Et quand il y a besoin, je recrute de nouveaux artisans. C'est un peu ce que j'aime faire. Et alors, quand c'est grand luxe, quand j'arrive à me le permettre et que j'ai assez de temps, j'aime bien finir la journée en regardant un peu, en me documentant plus sur le côté business. Donc, pas forcément bâtiment, vraiment sur le côté business, start-up. Et j'essaie un peu de consommer du contenu qui peut m'aider. Sur le côté business, à peut-être mieux appréhender comment fonctionne l'entreprise, ou du contenu qui va peut-être m'aider à améliorer ma productivité. Donc j'essaie un peu de consommer tout ça pour rester toujours à la page et être un peu à l'affût de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, c'est la journée vraiment type. Après, il y a des jours où on se lève le matin, il faut trouver deux plombiers en urgence pour déboucher 2 WC à droite et à gauche. C'est un peu différent, mais voilà, j'essaie d'avoir cette rigueur-là pour essayer de tout concilier en même temps. D'accord, donc tu as des slots dans ton agenda et tu sais que voilà ce que tu fais le matin, etc. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent en slot et il y a des gens carrément, c'est des journées. Une journée, je sais que le vendredi après-midi, je vais faire mon administratif. Je sais que je vais faire un peu mon marketing le jeudi matin, etc. Mais toi, c'est légèrement différent. Je pense que c'est interne aussi, pardon, je t'ai un peu coupé, mais je pense que c'est interne aussi propre à l'activité. C'est qu'aujourd'hui, je suis obligé tous les jours de gérer les chantiers. Je ne peux pas me dire je vais traiter vos demandes de devis que le vendredi, parce que si j'en reçois une le lundi, ça fait de l'attente pour rien. Donc voilà, mon but, c'est dès que je reçois une demande, c'est de l'évacuer le plus vite possible. Au moins, la réactivité de mon côté, je l'ai fait. Et puis maintenant, c'est aux artisans de jouer le jeu. Parfait, merci beaucoup, Romain. Je crois qu'on est bon, on a fait le tour, on a tout vu, Eudes. Ouais, complètement. Romain, c'est super, merci pour ton temps, merci encore à vous pour ce partage. On te souhaite tout le meilleur pour la continuation et reviens pitcher quand tu veux. Et quand tu auras besoin de lever l'argent, tu nous le diras, on
t'aidera. On essaiera de voir avec le réseau qu'on a. Et c'est très chouette ce que tu veux. C'est intéressant de savoir, ça nous intéresserait de voir dans un an où t'en es de ta scalability. Est-ce que tu as testé notre ville, où t'en es? Ça, c'est intéressant de voir. Enfin, nous, ce qui nous intéresse aussi, de voir comment l'évolution, parce que tu l'as bien dit, hein, le business model, il peut évoluer à chaque instant, et c'est chouette de voir comment les startups pivotent et arrivent à évoluer, en fait. Ouais, Ok. c'est ça qui est hyper intéressant, cette flexibilité, cette agilité qu'on s'est rendu compte. On a pivoté, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de maintenant 6 mois, on a changé de clientèle. Au début, on faisait du B2C, on est passé sur du B2B, donc c'est ça aussi qui est super, quoi. Donc vous l'aurez vu il y a 6 mois, ça serait pas du tout été le même pitch, quoi. Ok. On se dit à très vite et Ça marche. très belle Ouais, fin de journée. Et à très vite sur notre chaîne. Ok? ça marche. Bye bye Merci. Romain, merci beaucoup. Merci, à Merci. bientôt. Bye bye.